Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler toujours de la librairie Gensim pour Python, voilà, en traitant, dans le cadre du cours de text mining, de deux outils en particulier, de deux algorithmes en particulier, l'algorithme Word2Vec pour le word embedding et l'algorithme Doc2Vec. Voilà, on verra ça ensemble ici. Bien. Alors, je resitue toujours les choses pour que tout le monde puisse se situer. J'ai un cours de text mining et la semaine prochaine, justement, je vais aborder ces thématiques-là. Je vais aborder ces thématiques-là du word embedding, justement, et on va travailler sous Python, voilà, en utilisant la librairie H2O, H2O pour le coup. Très bien. Où il y a justement une partie sur les auto-encodeurs pour que tout le monde comprenne bien le mécanisme déjà. Et ensuite, je suis sur Word2Vec qui permet de comprendre justement donc la notion d'embedding, de voisinage aussi autour d'un terme. C'est ça l'idée. Très bien. Alors, je travaille sous H2O, très bien, mais ce n'est pas le seul outil possible. Hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que dans cette vidéo, voilà, je vais vous montrer comment on peut faire sous Gensim. Hein. Gensim, la librairie bien connue maintenant sur le NLP, hein, le Natural Language Processing, qu'on peut voir ici. Voilà. Très bien. Donc, c'est ça. Hein. En TD, moi, je travaille avec H2O, mais vous pouvez regarder d'autres outils également, notamment Gensim. Hein, c'est ça l'idée, pour le travail que vous faites par ailleurs. Voilà, voilà. Alors, pour que ça puisse servir à tout le monde, bien sûr, je resitue toujours encore une chose une fois. Voilà. Alors, j'ai parlé de text mining à plusieurs reprises déjà. En ce moment, je suis à fond dedans, hein, parce que je suis en train de faire le cours et pour préparer les séances, donc du coup, je fais des vidéos voilà, pour que les étudiants puissent avoir une vue plus large que le simple cours et des conférences en salle machine. Et le word embedding, enfin, le word embedding, déjà, on l'a vu ici, voilà, avec Word2Vec sous Line. Hein, donc, voilà. Donc, ce que je suis en train de faire là, on peut aussi faire le parallèle avec ce qui est fait sous Line. Hein. Ça, c'est très important. Il faut toujours qu'on puisse regarder ce qui se passe sur différents outils pour ne pas être dépendant des outils. Hein. Ça, c'est un discours sur lequel je suis extrêmement sensible. Très bien. Donc, ça, c'est une première vidéo de référence que vous pouvez regarder. Et l'autre vidéo qui peut servir, c'est la vidéo que j'ai faite récemment, là, que j'ai faite il y a 2 jours, sur Gensim. Alors, dans cette vidéo aussi, justement, je montrais le topic modeling, la recherche des thématiques cette fois-ci. Voilà, topic modeling, voilà, et il y a elle est là, la vidéo, je ne vais pas la redérouler devant vous. Hein. Très bien. Ce qui est important quand même, c'est que du coup, toute la partie préparation de données que j'ai effectuée ici, je vais la refaire, bien sûr, parce qu'il faut que je retraite à zéro le corpus, voilà, mais je vais aller vite là-dessus, hein, parce que j'ai déjà expliqué en détail ce qui se passe. Donc, on ne va pas s'embêter à refaire tout à zéro, on est d'accord, hein. Sinon, la vidéo est trop longue et je sais très bien qu'au bout d'un moment, les personnes qui regardent se lassent. Hein. Donc, il ne faut pas ça. Hein, faut pas ça. Voilà. Donc, vidéo de référence, il y en a un sous le Word2Vec, la même chose que je vais faire là, mais sous Naim. Et justement, j'avais parlé d'aller plus loin avec Doc2Vec, bah, c'est le moment aujourd'hui. Et l'autre deuxième vidéo de référence, c'est la vidéo où on utilise Gensim. Voilà, je montre comment on utilise Gensim, justement pour le topic modeling. Et aujourd'hui, on va sur Word2Vec et Doc2Vec. Bien, une fois que c'est vu ça, donc on verra hein, Word2Vec dans un premier temps, et ensuite on verra Doc2Vec. Hein. Vous avez le site là, et je suis allé tout simplement dans la documentation. Donc, j'ai suivi la documentation et j'ai appliqué sur un autre jeu de données. C'est ça l'idée. C'est toujours ça. Hein. Ça ne sert à rien de reproduire totalement à l'identique un tutoriel. Il est là déjà le tutoriel en ligne. Donc l'intérêt de reprendre un tutoriel et de le reproduire, c'est justement de l'adapter à nos données. Comme ça, par la suite, quand les étudiants feront leur projet, ils pourront également revoir la trame, parce que la trame, elle change peu en réalité, mais en appliquant à la spécificité de leur jeu de données. Parce qu'il y a toujours des spécificités dans les jeux de données. C'est ça l'idée. Bien. Alors, pour pas changer, voilà, je travaille toujours sur la base IMDb Reviews. Ça ne change pas, ça. Hein, voilà. Donc, rappelez-vous, c'est des critiques de cinéma qui ont une certaine polarité, soit négative, soit positive. Voilà. Et l'idée, c'est de faire une analyse textuelle du Natural Language Processing sur les commentaires qui sont faits par les personnes. Voilà. Donc, j'ouvre la base, là, elle est là. Hein. Voilà, il y a 200 commentaires. Voilà, commentaires. Et les polarités sont juste à côté, négatifs et positifs. Voilà. Et les documents sont identifiés. Hein. Il y a un identifiant pour chaque document. On va s'en servir tout à l'heure. Pas dans Word2Vec, mais dans Doc2Vec, on va s'en servir hein, à la polarité.
Très bien, donc ça ne change pas, ça fait plusieurs fois que je le fais, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, donc la base, elle est là, vous pouvez y accéder, c'est une base qui fait référence aujourd'hui. Alors, l'autre aspect important également, c'est que vous avez remarqué qu'il y a autre chose là. Ça, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure parce que c'est un aspect qui est très intéressant sur les modèles type Word2Vec et qui permet justement de profiter des calculs qui ont été faits préalablement sur les gros corpus de données. Mais ça, c'est tout à l'heure. Bien, une fois que c'est fait, ça, du coup, voilà, hop là, j'ouvre mon notebook. Bien sûr, j'ai refait toutes les opérations avant. Donc ici, je vais dérouler le notebook. Au début, je vais aller un peu vite parce qu'on a déjà fait cette partie de préparation de données. Et c'est à partir de Doc2Vec et de Word2Vec qu'on va aller un peu plus lentement pour détailler chaque calcul. Très bien. Je rappelle que Word2Vec est basé sur un algorithme de machine learning qui est un réseau de neurones en réalité. Et le principe, c'est le principe des autoencodeurs. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Bien. Alors, comme on traite du texte, on a toujours besoin d'un LTK. Donc, voilà, j'importe un LTK et j'affiche le numéro de version pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Bien d'accord là-dessus. Donc, cette version de cette vidéo est basée sur NLTK 3.6.5. L'autre point important également, c'est que j'ai installé Gensim et la version de Gensim que j'utilise, c'est la 4.0.1. Alors là, il y a un élément très important, c'est regardez bien sur la doc, c'est qu'il y a des modifications relativement importantes à partir de la version 4 de Gensim. Regardez bien, voilà. Donc moi, j'utilise la 4.0.1. Voilà, mais bon, regardez votre version de Gensim parce que si c'est une version plus ancienne, les commandes, on peut changer. Il y a des méthodes qui sont déprécated, comme on dit, qui sont dépréciées, qui sont obsolètes. Voilà, donc c'est à vous de vérifier ça. En tout cas, on voit bien qu'il y a un changement. Voilà. Et moi, je prends la version 4.0.1. Je change le répertoire par défaut et je charge la base et j'affiche ces informations. On a les 3 colonnes qui sont là. J'affiche les premières lignes. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Très bien. Alors, pour travailler sur Gensim, il faut transformer le corpus, cette colonne commentaire, en liste d'abord. C'est ce que je fais ici. Donc, je récupère la colonne commentaire, je la transforme en liste. Voilà. Et le premier élément de la liste, c'est le premier commentaire qui est là. This guy has no idea of cinema. Très bien. Je la passe en minuscule. Donc, les commandes sont là. Je l'ai fait plusieurs fois. Déjà, je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Très bien. Ensuite, je récupère les ponctuations et je supprime également les ponctuations. Donc, vous avez le code qui est là pour chaque document dans le corpus. Voilà, je le transforme en liste de caractères et pour chaque caractère, je regarde s'il n'est pas dans la ponctuation. S'il n'y est pas, je le récupère tel quel. S'il y est, il est supprimé. Voilà. Du coup, on voit maintenant, this guy has no idea of cinema, point. OK, virgule, it seems. This guy has no idea of cinema, il n'y a pas de point. OK, il n'y a pas de virgule, it seems, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on va tokeniser, voilà, pour avoir les différents termes, parce qu'on va supprimer les stop words. Très bien. Donc, voilà. Bon, je l'ai déjà installé sur ma machine, mais si elle n'est pas installée sur votre machine, vous enlevez ce commentaire-ci et vous le récupérez en ligne. Je vais le lancer quand même. Voilà, très bien. Il a dit, c'est déjà installé ici, le modèle qui sera utilisé pour tokeniser le document, pour avoir une liste de termes. Très bien, une fois que c'est ça, donc je tokenise les documents, et si j'affiche le premier document, voilà, ça c'est le document après passage en minuscule et retrait des ponctuations. Maintenant, on a le document qui est ici tokenisé. C'est-à-dire qu'on a les différents mots tout simplement. Alors, j'aurais pu faire un split avec l'espace, on est bien d'accord là-dessus, mais avoir peur, c'est mieux parce qu'il gère tous les cas qui sont un peu bizarres. Voilà. Genre, j'ai plein d'espaces qui se suivent. Voilà. Donc ça, au moins, lui, il le gère très bien. C'est mieux toujours d'utiliser les bibliothèques qui ont fait leurs preuves. J'adore la programmation, mais tant qu'on peut s'en dispenser parce qu'il y a d'autres qui ont fait le boulot avant nous, autant en profiter. On est d'accord là-dessus. Très bien. Alors, pour la lématisation, donc je suis aussi expliquer ce que c'est que la lématisation. C'est l'idée, c'est de revenir à la forme canonique de chaque terme pour réduire la dimensionnalité. L'exemple typique, c'est le verbe être. Il y a suis, et, est, somme, être et sont. Voilà, tout ça est relatif en fait au verbe être. Donc, si on peut dans le texte remplacer tous les suis, ainsi de suite, avec être, c'est toujours mieux. Ça réduit la dimensionnalité, on a moins de colonnes dans la matrice documentaire. Très bien. Voilà, donc il faut installer WordNet. Moi, je l'ai déjà fait la dernière fois, donc je ne le fais pas. Voilà, et je fais la lématisation. Voilà. Et on avait vu la dernière fois qu'en réalité, ce qui enlève principalement, c'est les espaces. C'est les espaces, c'est les pluriels. On a vu, movies, voilà, il a enlevé, il a mis movie, on voit bien là. Voilà, shows, là pour le coup, c'est pas un pluriel. Voilà, il a mis show, ainsi de suite. Voilà.
Très bien. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. J'ai expliqué ça en détail dans la vidéo précédente. Très bien. Ensuite, on va enlever les stop words, c'est-à-dire les mots qui ne sont pas porteurs de sens, voilà, mais qui émaillent tout le texte. Voilà, très bien. Donc, là également, s'il n'est pas installé, il faut l'installer. Moi, j'ai déjà installé, donc c'est pour ça que j'ai mis en commentaire. Mais si vous ne l'avez pas installé, vous enlevez le commentaire et vous installez à partir de NLTK les stop words. Très bien, donc ça, c'est bon. Et ensuite, j'affiche les stop words en anglais. Très bien. Alors, dans la précédente vidéo, je l'avais complété avec film, story, movies, ainsi de suite. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire parce que comme on est en train de s'intéresser à la proximité des termes, film d'horreur, là, pour le coup, film est important pour le coup. Hein. Donc, il ne faut pas trop l'enlever parce que là, on s'intéresse vraiment au voisinage cette fois-ci, hein, des différents termes. Hein. C'est l'idée du word embedding. Hein. On situe, on contextualise un terme à partir de son voisinage. Donc, film d'horreur ou film romantique, il faut garder le terme film pour le coup. Voilà, c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais ça peut se discuter. On est d'accord là-dessus. Ça peut se discuter. Très bien. Donc, voilà. Tac. Voilà. Donc, voilà, il a enlevé les stop words ici. Hein. This a été enlevé. No ID, ça, hein, qu'on enlève le no, là, c'est un peu discutable. On est d'accord. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est très... Le pré-traitement en text mining, en NLP, en Natural Language Processing, c'est extrêmement discutable. Enfin, c'est pas discutable, c'est délicat. C'est très délicat et c'est à nous de regarder en détail ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce faisant, si on brutalement on enlève tout un tas de trucs parce que genre on a vu ça, il faut le faire, on peut détériorer, le sens, la sémantique des documents. Et du coup, faire de l'analyse textuelle dessus, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Donc là, le no ID, là, le no, il était viré parce que c'est un stop word. Hein. Est-ce qu'il fallait le virer? C'est une vraie question. Très bien. Je retire les mots de moins de 3 lettres. Là également, c'est un pré-traitement qui est comme il est. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va s'attaquer à Word2Vec. Alors là, je vous enjoins à regarder la documentation qui est là, qui est plutôt bien faite. Le seul bémol que je pourrais avoir dans la documentation qui est là, c'est qu'il travaille directement avec des modèles préfets, enfin, tout un tas de choses que c'est assez compliqué à suivre en réalité. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me suis évertué à reprendre la même trame, mais en travaillant sur mon jeu de données. Hein. Et vous, d'ailleurs, quand vous allez travailler sur votre projet, vous allez travailler sur votre jeu de données. Et c'est ça l'intérêt, hein. N'allez pas utiliser des jeux voilà, qu'on charge sur Internet, on ne comprend pas ce qu'il y a dedans, on fait les calculs. L'exemple typique, quand on fera du traitement d'image, moi, je ne veux pas qu'on travaille avec une liste. Tout le monde travaille avec une liste, mais on ne sait même plus ce qu'il y a dans la base d'une liste, en fait. Voilà. Donc, non, non, non. On travaille avec nos jeux de données et justement, on redéroule le tutoriel avec nos jeux de données, avec les spécificités de notre jeu de données. C'est ça qui est important, bien comprendre. Donc, moi, je replie la trame et je n'utilise absolument pas les mêmes jeux de données parce qu'il y a des choses, des résultats qui montrent, qui paraissent évidentes, mais si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, en fait. On a des résultats, mais on ne sait pas les lire. Et ça, c'est juste pas possible. Je m'enflamme un peu, hein, mais bon, je suis extrêmement attaché à ça. Il ne faut pas qu'on soit de sorte de perroquets qui reproduisent des trucs sans comprendre. Ça, c'est juste pas possible. Bien. Alors, une fois que j'ai ici token, je rejoins pour avoir, il a besoin que les documents qui sont sous forme de liste de caractères reviennent de nouveau sous forme de chaîne de caractères. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, très bien. Très bien. Voilà le document numéro 0, ainsi de suite. Très bien. Mais en fait, ce n'était pas nécessaire. Je me rends compte que ce n'est pas nécessaire ici. Mais bon, on va le garder quand même. Hein. Ça permet d'avoir une idée de comment. Ce qui serait intéressant, c'est que vous affichez le document, le premier document, quand on l'a importé directement avec la base. Voilà. Et vous affichez le document qui sera présenté à l'algorithme de Word2Vec. Voilà. Et vous essayez de voir qu'est-ce qui était bien fait en termes de nettoyage et qu'est-ce qui est discutable en termes de nettoyage. Ouais. Très bien. Nous, ici, bon, ce n'était pas nécessaire, mais ça me permet de voir tout simplement rapidement comment ça se passe. Très bien, donc je vais lancer Word2Vec. Alors, bon, je ne vais pas refaire le cours, hein, le cours de Word2Vec, on l'a suivi, il est en ligne, il est là. Voilà, je l'ai présenté, très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Donc, on va utiliser ici le corpus sans les stop words, ce corpus-ci, du coup. Voilà, ce corpus-ci. Voilà, ça, c'est le premier document du corpus. On utilise le corpus sans stop words et on veut projeter les termes dans un espace à 2 dimensions. Je ne suis pas sûr que 2 dimensions suffisent.
Pourquoi je fais 2 dimensions? Parce que ça me permettra de faire des représentations graphiques. Mais en vrai, dans la vie réelle, non, la dimension est un hyperparamètre, très important justement. Et dans les traitements usuels, il y en a qui travaillent à 100 dimensions, 500 dimensions, ainsi de suite, pour essayer de capter le maximum d'informations. Voilà. Bon. Moi, ici, c'est une vidéo qui a visé purement pédagogique. Voilà. Et dans ce cadre-là, comme je veux vouloir faire des graphiques, voilà, c'est pour ça que simplement je m'en tiens à 2 dimensions. On est bien d'accord là-dessus, hein, parce que là, je vous connais également, vous allez dire, ah, Rico a dit qu'il faut faire 2 dimensions, on fait 10 dimensions. Non, non. Dans mon exemple, j'ai fait 2 dimensions parce que je veux switcher après sur des représentations graphiques. Mais en vrai, ça, c'est un hyperparamètre et c'est à nous de pouvoir le situer. Et mettre une dimension plus élevée n'est absolument pas un problème. Ça dépend de la qualité de la captation de l'information qu'on veut mettre en place. Il y a un autre paramètre qui est important également, c'est la taille du voisinage. Donc là, pour chaque terme, je regarde les 5 termes qui le précèdent et les 5 termes qui lui suivent. Voilà. Très bien. Le terme le mot, le token que je suis en train d'analyser, pour le situer dans son contexte, je m'occupe des 5 termes avant et 5 termes. Donc c'est la fenêtre là de 5 termes. Voilà. Pour pouvoir justement le qualifier sous forme de vecteur de données. Très bien. Donc, je lance des calculs, c'est relativement facile, hein, et c'est là que c'est difficile. J'ai eu du mal. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à comprendre le document. Heureusement que je connais un peu la méthode. Comme je connais un peu la méthode, je savais ce que je cherchais. Mais quand on regarde la documentation, bon, une fois qu'on a compris, en fait, la documentation est claire. Mais quand on veut apprendre avec la documentation, c'est absolument autre chose. Bon, mais bon, elle est là, la documentation. Hein, regardez en détail. Hein, voilà, moi, je dis que j'ai eu du mal, mais peut-être que vous aurez des facilités à le trouver. Hein, c'est pas un souci là-dessus. Bon, moi, comme j'ai, voilà, quand j'ai des problèmes, que ce soit R ou sous Python, j'affiche toujours les types des objets et je regarde leur propriété et leur méthode. Donc, ici, il me dit c'est un modèle Word2Vec, d'accord, très bien. Quelles sont ses propriétés ou méthodes? J'ai la liste des propriétés qu'il y a. Alors, il y a plein de propriétés, mais en fait, il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse réellement, c'est WordVector. Dans ce tuto-ci, dans ce tuto-ci, il y en a un, c'est WordVector. C'est la transcription de chaque en vecteur de la liste des termes. Voilà. Très bien. Donc, je récupère ça, je le mets dans une variable intermédiaire. Ce champ WordVector, là, je le mets dans Words, comme la chanson des années 80. Words. Très bien. Voilà. Et de nouveau, je n'affiche ses propriétés. Voilà. Il dit c'est un cahier de vectors. Très bien. Et de nouveau, j'affiche la liste. Là, j'affiche la classe. Et là, j'affiche ses propriétés et ses méthodes. Très bien. Et on voit différents éléments. On voit des choses intéressantes là. Hein. On voit K2Index, on voit Bost similar, ainsi de suite. Donc là, on commence à se dire, ça devient intéressant cette affaire. C'est là que ça va se passer. Donc, dans les résultats qui sont fournis par Word2Vec, si je reviens ici, dans le résultat qui est fourni par Word2Vec, il y a un champ qui est très important, parce que c'est le principal résultat qu'on va exploiter par la suite, c'est le champ donc WV. WV, ça veut dire Word Vector. Et c'est la transcription sous forme de vecteur des différents termes qui composent l'ensemble des documents. Sous forme de vecteur qui tient compte des voisinages. Très bien, donc je les récupère dans une variable intermédiaire et j'affiche ses propriétés et on voit très bien qu'on va pouvoir calculer des similarités, calculer également, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Alors, déjà, il faut regarder la liste des termes. J'affiche la liste des termes, il y a les termes qui sont là, et on voit le terme numéro 0, là on a des index ici, le terme numéro 0 c'est film, le terme numéro 1 c'est movie, le terme numéro 2 c'est one, like, ainsi de suite. Voilà, très bien. OK, alors j'affiche les dimensions de vectors, il me dit, OK, il y a 969 termes, oui, 969 termes, ça commence à 0, hein, voilà, 969 termes, voilà, et il y a 2 dimensions, pourquoi? Parce que j'ai demandé une représentation à 2 dimensions. Rappelez-vous, hein, là, vecteur 16 égale à 2. C'est pour ça qu'on a une matrice à 2 dimensions pour les coordonnées des termes. On est d'accord là-dessus. Bien, ça c'est fait, très bien. Alors, par exemple, je veux essayer de voir les coordonnées du terme boring, ennuyeux. Ça, c'est pas un qualificatif, c'est pas un qualificatif très positif pour un film. Regardons. Voilà, très bien, ok. Voilà donc les coordonnées de boring. Si je regarde les coordonnées de love, pourquoi pas, hein? Voilà, les coordonnées de love. Alors, je vais calculer la similarité cosinus entre boring et love pour voir s'ils sont proches dans l'espace de représentation. Très bien. Alors, la similarité cosinus, on l'a vu également, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est le produit scalaire entre les deux vecteurs divisé par le produit des normes. Voilà.
j'ai appliqué, j'ai fait appel à NumPy, je ne vais pas calculer à la main, on est bien d'accord, hein. J'ai fait appel à NumPy, voilà, là, je calcule le produit scalaire entre les deux vecteurs, et je divise par la norme du vecteur 1 multiplié par la norme du vecteur 2. Et j'ai une similarité de 0,94. Donc apparemment, ces deux termes-là sont proches dans l'espace de représentation. La similarité varie entre 0 et 1. 1, c'est la similarité, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment superposés. Ils sont superposés. Enfin, pas vraiment en réalité, hein, ils sont très proches. Très bien, parce que les coordonnées, c'est une similarité cosinus. Très bien, ok. Alors, en fait, il y a une fonction, il y a une fonction dans GenSim qui le fait pour nous. C'est la similarity. Essayons de voir ce qui se passe. Très bien, donc j'appelle la similarité entre Borin et Love, et on a bien le résultat. Donc, quand GenSim avec Word2Vec calcule la similarité, il utilise la similarité cosinus. On le voit bien là. Très bien. Il faut le savoir tout simplement. En fait, je l'ai su en regardant la documentation. Donc, j'ai passé quand même pas mal de temps ici à regarder la documentation. Dans la documentation, il y a deux endroits. Il y a les tutoriels, voilà, Word2Vec, c'est ce que j'ai affiché ici. Et on peut aussi voir dans les API. Et dans les API, vous cherchez ici dans Word2Vec, ça doit être par là. Oui, je n'avais pas prévu de faire ça, du coup, je ne m'y retrouve pas. Word2Vec, il est là. Voilà. Il y a un autre exemple qui est traité et il y a la description vraiment, donc les prototypes des fonctions. Voilà. Voilà. Par exemple, ici, la sorte de constructeur de Word2Vec, vous avez ici. Après, il faut lire. Il faut lire et mettre en relation avec le cours, ce qui n'est pas une sinécure. Bien. Alors, bon, ok. Quels sont les termes proches de Boring alors? Quels sont les termes qui sont proches de Boring? Parce que bon, j'ai utilisé love comme ça pour voir, parce qu'ennuyeux et amour, normalement, ça ne va pas ensemble. Hein, c'est plutôt exaltant l'amour. Donc, amour et ennuyeux, et pourtant, ils sont assez similaires là finalement. Hein. On est d'accord là-dessus. Essayons de voir les termes qui sont proches de Boring. Voilà. Alors, les termes qui sont proches de Boring, ennuyeux, il y a edge, voilà, understand, voilà, slow, command, tried, browser, ainsi de suite. Donc, c'est très important de savoir quels sont les termes qui viennent ensemble dans le même contexte. Voilà. C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Très bien. Bon, là, pour le coup, ce n'est pas très parlant. C'est pas très parlant, mais on fera un exemple tout à l'heure qui est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant. Pour ceux qui aiment le foot, on va bien s'amuser tout à l'heure. Bien. Alors, on peut essayer de voir les termes qui sont proches de la conjonction entre Borin et Love. Techniquement, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il prend le barycentre des deux termes, voilà. Et une fois qu'il a calculé le barycentre des deux termes, il va regarder les termes qui sont les plus proches. Voilà, dans l'espace de représentation à deux dimensions. Donc, c'est ce que je lance ici. Voilà. Et donc, les termes qui sont proches de la conjonction de Boring et Love, c'est past, rest, trelec, food, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Très bien. Après, il faut interpréter encore une fois. Hein. Mais bon, là, quand même, ce qui est extrêmement discutable ici, c'est le choix des deux dimensions. Là, la taille du fenêtre aussi, bien sûr, c'est notre hyperparamètre, mais le choix de deux dimensions est très restrictif ici pour le coup. Voilà. Donc. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire un calcul où je dis qu'est-ce qui est proche de love, mais loin de boring. Voilà, pour voir quand même s'il y a quelque chose de positif dans l'amour. Hein. Paf! Et voilà. Alors, il y a des choses forever, amour forever, ouais, c'est loin d'être ennuyeux, c'est vrai, quand on a la chance. Voilà, il y a Oscar, alors je sais, Oscar, je ne sais pas, enfin, si c'est l'Oscar du cinéma ou bien si c'est Oscar, je ne sais pas, voilà, il faut regarder. Là, pour le coup, il faut bien regarder, hein. Vous faites une recherche, hein. Quand vous avez trouvé des résultats comme ça, il faut revenir sur le corpus initial et faire des recherches pour voir quels sont les documents qui correspondent à ça et pourquoi il y a ce résultat-là. Qu'est-ce qui est proche de Love, mais loin d'ennuyeux? Il y a Oscar. Oscar, ça rappelle le film avec Louis de Funès. Il y a un film comme ça, Oscar, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Très bien. Alors, il y a aussi un outil très intéressant, c'est chercher l'intrus. Voilà. Donc, j'ai un ensemble de termes ici, love, romance, nice, awful. Voilà. Et qu'est-ce qui est différent, finalement, de la conjonction de ces quatre termes-là? Alors, techniquement, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule le barycentre de ces quatre termes-là, qui sont, là, c'est un premier vecteur à deux dimensions, deuxième vecteur à deux dimensions, troisième, quatrième, là. Il va calculer le barycentre de ces quatre vecteurs à deux dimensions. Une fois qu'il a calculé le barycentre, il va calculer la distance au barycentre de chaque terme. Et celui qui est le plus loin, pour lui, c'est l'intrus. Alors, lançons ça. Voilà. Ils disent qu'il y a un truc ici, c'est awful. Awful, ça veut dire horrible, il me semble. Hein, horrible. J'ai un gros doute d'un coup, là. Awful. La tac.
Oui, c'est pas terrible, voilà. Horrible, affreux, terrible, précoce. Atroce, atroce, précoce. Voilà. Donc voilà, entre love, romance, sympa et awful, bah, c'est awful qui est loin des autres. Donc c'est un peu rassurant finalement, hein. Donc le boring love finalement, voilà. Voilà. Très bien, on peut s'amuser comme ça pendant des heures, hein. C'est là que ça devient intéressant. Bien. Alors, j'avais dit qu'il s'est projeté dans un espace à 2 dimensions. Essayons de voir comment ça peut se voir tout ça. Bien, donc j'exécute. Voilà, je récupère ici les 2 dimensions avec voilà, les coordonnées. Et on a bien ici la description dans l'espace à 2 dimensions que j'ai sélectionné. Encore une fois, c'est moi qui ai demandé à avoir 2 dimensions ici, hein. C'est à cet endroit-là. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Voilà. Très bien. Rien ne dit que 2 dimensions est la bonne solution. On est bien d'accord là-dessus. J'ai fait le choix de 2 dimensions, tout simplement pour pouvoir représenter donc les documents dans le plan. Voilà. C'est pour ça que je récupère. Une fois que j'ai récupéré les 2 dimensions, je vais faire une sélection sur un ensemble de termes. En fait, ce que j'aimerais voir, c'est la proximité des termes qui qualifient les films. Plot, c'est intrigue. Caractère, euh, c'est les personnages, il me semble, l'acteur, les dialogues, les musiques, avec 2 termes particuliers, c'est bien ou pas bien, bien, good ou mauvais. Très bien. Donc, dans ce data frame-ci, je vais récupérer les lignes qui correspondent à ces différents termes-là. C'est ce que je fais ici. Voilà. Une fois que j'ai ça, je fais une représentation graphique. C'est ce que je fais ici, voilà. Et très bien. Très bien, et voilà la représentation graphique. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces 2 termes qui font office de polarité, ici, c'est le terme bad et good. Voilà. On voit typiquement que quand on parle de actor, on est plus enclin à critiquer. Voilà, dire qu'il est mauvais. Moins souvent que quand dire qu'il est bon. Caractère personnage, c'est plutôt à mi-chemin. Quand on parle de personnage, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des critiques où on parle plutôt en bien et des critiques où on parle plutôt en mal. Voilà. En revanche, ceux qui recueillent rarement les suffrages positifs, c'est musique. La musique, là, il est loin de good, là, hein. Donc, à chaque fois qu'on parle de musique dans les documents, c'est pour l'associer au terme bad qui est pas loin dans les parages, dans son environnement proche, là. À chaque fois que musique, il y a bad quelque part, hein. Et c'est pas pour dire l'album de Michael Jackson, à mon avis, hein. C'est pour dire que la musique est pas bonne, hein. Pareil aussi les dialogues. Les dialogues ont rarement les suffrages des critiques de cinéma, là, pour le coup, hein. Les dialogues sont généralement mauvais, hein. Ils sont rarement bons, hein. Donc, c'est intéressant. Donc, ça nous permet, parce que j'ai fait le choix de 2 dimensions, de regarder dans le plan les proximités avec 2 éléments de qualificatif des commentaires good ou bad, voilà, de qualificatif des films qui sont présents dans les commentaires, et on essaie de situer, est-ce que dans ces voisinages de good et bad, comment se situent les termes qui qui sont les caractéristiques des films en réalité, hein. Voilà, plot, c'est intrigue. Souvent, les intrigues sont qualifiées de mauvais et rarement de bons, ainsi de suite. Bon, voilà. Très bien. Alors ça, bon, c'est des calculs très simples, mais ça permet de comprendre le principe. Ça permet de comprendre le principe. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'il y a des modèles préentraînés sur des très grands corpus de données. Voilà. Donc là, ici, j'en parle très rapidement. J'ai trouvé un site intéressant, c'est monsieur Jean-Philippe Faucaudier, voilà, qui est là, voilà. Et sur son site, donc, il a mis des modèles qui ont été préentraînés sur des grands corpus, hein, voilà. Ils sont là. Donc là, c'est un corpus en français qui a été entraîné et on a des modèles donc de Word2Vec qui sont disponibles, voilà, sur lesquels qui a été entraîné sur un ensemble de corpus qui est disponible en ligne. Donc là, le corpus ICFR WAC, c'est un corpus, voilà, qui est construit comme ceci. Donc voilà, web crawling sur du FR, voilà, avec certaines caractéristiques. Très bien. Donc, c'est très intéressant, ça. Ça veut dire que tout le boulot en amont qu'on a fait, voilà, il est déjà fait en réalité, sur un ensemble de documents que nous, on ne peut pas ici. Mais c'est très spécifique. Non, c'est pas spécifique, c'est plutôt très généraliste. Voilà. Donc, une des possibilités, c'est de charger ces modèles pré-entraînés-là et de les compléter, voilà, de mettre à jour avec les termes qui sont spécifiques à notre domaine. Par exemple, le cinéma, ou bien également, par exemple, le sport, ou bien, par exemple, également, les transports, ainsi de suite, ou l'enseignement. Voilà. Et donc, ces modèles pré-entraînés existent, voilà, et on a déjà un modèle de proximité entre les termes. Ce qu'il dit là, l'ami Jean-Philippe, c'est que, donc il y a différents ici, bon, je n'ai pas chargé les plus gros, hein, j'en ai pris un qui était de taille raisonnable, voilà, qui était par là, je crois, voilà, et donc, voilà, de dimension 500, hein, voilà. Voilà, il est là, hein, le fichier que j'ai utilisé. Il est là.
Très bien. Donc, c'est encore intéressant, hein. C'est ce que je fais ici, du coup. Là, donc, je l'ai récupéré, le modèle préentraîné, qui est un binaire. J'ai copié ici localement. Une fois que je l'ai copié ici localement, qu'est-ce qui se passe? Je le charge. Et donc, j'ai déjà un modèle préentraîné. J'ai déjà un modèle préentraîné où les termes sont situés par rapport à leur voisinage. Voilà. En dimension 500 ici. Voilà. Si j'avais essayé d'apprendre ça, mais je lance les calculs, je reviens dans quelques mois, surtout sur ma machine. Sur les machines multiprocesseurs, machin truc, là, peut-être ça a un temps raisonnable, et encore que, voilà, mais sur ma machine, c'est juste inenvisageable. Hein, c'est juste inenvisageable. C'est pour ça que c'est intéressant. Et encore une fois, ces modèles préentraînés-là nous donnent déjà un modèle de voisinage des termes, mais ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons les mettre à jour, pas tout réapprendre, mais mettre à jour les poids synaptiques du réseau de neurones, parce que c'est un réseau de neurones, voilà, en lui présentant des documents supplémentaires qui sont spécifiques à un domaine, comme le cinéma, par exemple, qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est vraiment devenu quelque chose que je vois souvent dans les stages maintenant, qui sont très utilisés, voilà, en pratique. Alors, il y a justement Word2Vec avec les fichiers préentraînés qui sont là, hein, ici aussi sur Wikipédia, j'imagine, Wiki, voilà, et très à la mode maintenant, je vous enjoins à regarder, on n'aura pas le temps de voir nous ensemble en cours parce que, voilà, puis les machines, voilà, mais très à la mode maintenant, plus moderne, si vous voulez, on est en 2021, plus moderne, mais ça fait 3 ans que je le vois arriver partout, hein. Voilà, c'est BERT, hein, qui va plus loin que Word2Vec, justement. Hein. Mais l'idée est la même, c'est que c'est appris sur des corpus énormes, c'est bien expliqué ici sur la page ici, hein, BERT, voilà, c'est appris sur des corpus énormes, et du coup, on a un qualificatif des termes dans l'espace de représentation. Voilà. Et comme le corpus est énorme, voilà, c'est de plus en plus précis. C'est ça l'idée. Hein. Ça, c'est la version anglaise BERT, voilà, qui va plus loin du coup que Word2Vec. Hein, et il y a en version française, il y a Camembert et Flaubert. Hein, voilà. Ça, je le vois, hein, je le vois vraiment arriver, c'est extrêmement utilisé. C'est difficile de le faire sur machine locale, donc il faut travailler souvent dans le cloud. Mais bon, donc l'idée, c'est que vous avez des termes et vous avez une représentation des termes dans un espace de représentation. Et l'avantage ici, c'est que ça a été entraîné sur des énormes corpus de données. Et ça, c'est un atout fort, parce que du coup, la représentation que vous avez va donner des informations de plus en plus pertinentes. Et pareil que Word2Vec qu'on a vu tout à l'heure, les modèles préentraînés, on peut les récupérer et on peut mettre à jour les voies synaptiques du réseau de neurones en rajoutant des documents qui sont propres à notre domaine, comme ça, qui va être plus orienté dans le domaine qu'on veut, par exemple le domaine du foot. Voilà. Donc là, j'ai récupéré, hein, voilà. Donc ici, l'objet qu'on obtient, c'est le Kate vector. Le Kate vector, c'est justement, c'est le WV qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous, voilà, on avait lancé Word2Vec et j'avais dit, attention, il y a un champ qui nous intéresse, c'est le champ WV. Quand j'ai récupéré WV, on avait un cahier de vector. Voilà, qu'on va pouvoir utiliser avec les mêmes fonctions. Les fonctions, elles sont là, hein, dont le similarity, le chercher l'intrus, ainsi de suite. Très bien, donc j'ai récupéré. Voilà, il est où là? Je reviens dessus. Tac, 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 il est là. Je récupéré, il est en train de charger. Voilà. Et j'ai affiché la taille du dictionnaire. Ici, le dictionnaire, c'est 155 000 termes. Ah, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Très bien, 155 000 termes. Excellent, très bien. Alors, bon, moi, j'aime un peu le foot. Hein. Je vais essayer de voir qui sont les termes similaires à Benzema. Donc, j'ai dit, moi, similaire, on sait ce que c'est mot similaire. Hein. Il va regarder ceux qui sont proches dans l'espace de représentation. À chaque fois qu'on parle de Benzema, on parle de quoi également? Ou de qui? C'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée de la similarité ici. C'est qu'à chaque fois qu'on parle de Benzema, on parle de qui? Ou de quoi? Allons-y, j'exécute. Et voilà. Alors bon, ceux qui connaissent un peu le foot doivent être très intéressés là pour le coup. Je cherchais le terme pour le dire, mais bon, mais bon, très bien. Qu'est-ce qu'on voit ici, des similaires avec Benzema? On voit Ben Arfa, hein, voilà. On voit Govou, Juninho. On sait qui c'est Juninho, hein. Toulalan, Malouda, Coupé, et en fait, c'est l'équipe de l'OL de l'Olympique Lyonnais, de l'OL, voilà, quand Benzema y était. C'est la dernière génération qui a été champion de France, avec Alain Perrin, qui était entraîneur. Après, ils ont pris un autre, et ça a bien coulé la barque. Très bien. Voilà, donc c'est l'équipe d'Alain Perrin. Oh, on va très bien, hein. Barros, Milan Barros, il y a Vidal, avant qu'il aille à Barcelone, il y a Vildor, notre sauveur à l'Euro 2000, ainsi de suite. Très bien. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Benzema, le voisinage immédiat, c'est ces différentes personnes-là, et ça caractérise quoi? C'est l'équipe de l'Olympique Lyonnais vers la fin des années 2000, du temps où il gagnait encore le championnat.
Très bien. Alors je me dis, oui, ok, c'est une évidence après coup. Donc quand il a aspiré les sites, là, il a aspiré des sites qui parlent de foot. Voilà. Et quand on parle de Benzema, à l'époque, en tous les cas, fin des années 2000, avant les années 2010, hein, on parlait souvent de l'OL parce qu'il était l'attaquant, donc l'attaquant vedette de l'OL. Le dernier titre qu'on a gagné, c'est un peu beaucoup grâce à lui. Hein. Très bien. Du coup, je vais faire comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de Benzema, mais qu'on ne parle pas de l'OL? Ce qui est intéressant là, qu'est-ce qui se passe quand les documents parlent de Benzema, mais qu'ils ne parlent pas de l'Olympique lyonnais? Donc j'ai fait ça ici, un mot similaire de Benzema, voilà, mais pas de l'Olympique lyonnais, OL. Paf, j'ai fait des calculs et on voit arriver autre chose. Bon, il y a Malouda aussi, bien sûr, parce qu'il jouait à l'OL à l'époque, mais on voit Vieira, il ne joue pas à l'OL, il jouait à Arsenal. Là, à la fin des années 2000, je ne me rappelle plus. Mais il jouait à Arsenal pendant un bon moment de temps. On voit Sagnol qui a joué au Bayern de Munich, on voit Thuram qui a joué ailleurs, on a Anelka, on voit Makelele qui était au Real de Madrid, Trezeguet, ainsi de suite. Donc, quand on veut voir qui est similaire à Benzema, mais en excluant ce qui parle de l'OL, on voit arriver l'équipe de France. Parce qu'à l'époque, il arrivait en équipe de France. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, dans son voisinage immédiat, c'est les joueurs de l'équipe immédiate. Vira, c'est un géant parmi les géants. Sagnol, un excellent défenseur. Je ne vais pas faire l'article, hein, mais on voit très bien ce qui se passe. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et ça permet, si j'essaie d'apprendre ça il faudrait en pomper des sites, puis ça évolué. Maintenant, si on regarde aujourd'hui les documents qui parlent de Benzema, je suis sûr que là, on va parler justement des joueurs du Real de Madrid, là, pour le coup. Avec qui il joue actuellement. Voilà. Donc, ça situe aussi donc, la période concernée par ce document-là. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est que là, on est fin des années 2000. Voilà. Regardez, je vous enjoins vraiment, chargez, voilà, prenez, si vous avez le temps, si vous avez une machine plus performante, prenez un jeu de données plus important, hein. Ils sont là, les jeux de données, hein. N'hésitez pas, ils sont disponibles, hein. Merci, monsieur Jean-Philippe, voilà, il y en a quand même pas mal, hein, vraiment pas mal, et, voilà, et essayez de chercher des similarités en utilisant, le code, il est quand même pas sorcier, hein. D'accord, vous le chargez, et ensuite vous appelez, et vous mettez ici le terme que vous voulez trouver. Genre, je ne sais pas, pour les tennisman, ce serait Nadal, ou bien, je ne sais pas, pour ceux qui font du décathlon, ce serait Meyer, Kevin Meyer, ainsi de suite. Bah, regardez. Et ça vous permet de voir, et ça permet aussi de voir ce type d'expérience qui est vraiment très intéressant. Très intéressant. Équipe de l'Olympique lyonnais, équipe de France. De l'époque, hein, fin des années 2000. Ça, c'était la première partie. Alors, à ce moment-là, dans ma vidéo ici, j'avais dit, oui, si j'ai représentation des termes, comme les documents sont composés d'une suite de termes, on doit pouvoir inférer directement sur une représentation des documents. Voilà ce que j'avais dit dans cette vidéo, vers la fin. Et donc, il y a une stratégie qui est très simple, c'est qu'on va prendre l'ensemble des termes qui composent chaque document, on va prendre les coordonnées, on va les consolider en faisant la moyenne, par exemple. Voilà, très bien. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo aussi. Alors, il y a une autre stratégie. J'en avais un peu parlé vers la fin ici, j'en avais un peu parlé, mais on va le faire aujourd'hui. Très bien. Quel outil on va utiliser? C'est l'outil Doc2Vec. Doc2Vec, il est là, voilà, et il explique que c'est mieux que faire une simple moyenne de Word2Vec. C'est expliqué ici, je l'ai écrit quelque part, mais je ne me rappelle plus où est-ce que c'est écrit. Voilà. Et c'est basé sur un algorithme dérivé de Word2Vec. Alors, je ne vais pas refaire l'article ici également, parce que, bon, l'idée, c'est ça, tout simplement. C'est que Word2Vec, il est basé comme ceci. J'ai fait l'article devant vous, j'ai fait le cours devant vous, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et dans Doc2Vec, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute une information supplémentaire, c'est le numéro de paragraphe. Ça contextualise les voisinages en fonction des documents qui les contiennent. C'est ça, si je résume simplement, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors, c'est plus riche que ça, le tag, en réalité. Mais bon, sa version la plus simple, tout simplement, c'est de mettre donc l'identifiant du document. Voilà. Et ça rajoute une forme de contextualisation supplémentaire. Mais du coup, ça permet d'avoir une représentation des documents directement, basée sur les termes du jour, mais qui va au-delà de la simple moyenne. C'est ça l'idée. Bien, bon, okay. Une fois que ça c'est dit, hein, voilà, je vais faire Doc2Vec avec Gensim. Alors, ok, très bien, mais il faut bien sûr associer à chaque document son identifiant. C'est exactement ce qui est indiqué ici. Ils ont mis des couleurs carrément pour qu'on le voit. Donc, c'est ce que je vais faire. Il faut créer un objet particulier, c'est l'objet taguet de document. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je passe en revue le corpus. Voilà, les mots sont là, c'est des listes de mots, hein. Chaque document est une liste de mots. Et je vais le taguer avec le numéro du document. C'est ce que je fais ici.
Voilà. Par exemple, j'affiche ici le document numéro 0. Une fois que j'ai fait ça, regardez. Voilà le document numéro 0, les tokens qui le composent, la suite de compètes qui compose le document numéro 0. Et voilà, j'ai l'identifiant ici, c'est D1. Parce que l'idée commençait à 1 dans le fichier Excel, tout simplement. Et c'est bien le document numéro 0 au sens de l'indice Python. Voilà. Donc voilà. Alors, n'oubliez pas de mettre le crochet ici. Ce crochet-là, je me suis bien embêté parce que je n'ai pas mis le crochet au départ parce que je dis, OK, voilà, c'est l'indicateur tout simplement, c'est l'identifiant tout simplement de chaque document. Et si vous ne mettez pas les crochets, il fait ce qu'il veut. Très bien, donc non, ça ne va pas. Donc, mettez bien les crochets ici pour que ça paraisse bien là. Voilà. Très bien. J'affiche le deuxième document, hein. On voit bien ici. On a de nouveau les termes qui composent ici le deuxième document. Très bien. Et voilà, on a ici son identifiant. Une fois qu'on a ça, voilà, de nouveau, on peut lancer Doc2Vec. Dans Doc2Vec, c'est pareil. Hein, voilà, on a la taille de la fenêtre. Là, non, la taille de la fenêtre, c'est 5 pour avoir le voisinage. Hein. Et là, c'est la dimensionnalité. De nouveau, je mets 2. Pourquoi je mets 2? Pourquoi? Parce que je vais faire des représentations graphiques. Mais encore une fois, ça, c'est un enjeu. Ça, hein, c'est un enjeu là. Et regardez, justement, dans les documents qui sont là, voilà, les dimensionnalités sont nettement plus importantes. Hein, parfois 1000, même, parfois 500, ainsi de suite. Voilà, très bien. Donc ça, c'est à nous de spécifier en fonction de la qualité de la captation d'informations qu'on veut mettre en place. Donc mon 2, là, c'est juste pédagogique. On est bien d'accord là-dessus. Une fois qu'on a lancé les calculs, en réalité, très bien. Donc là, j'instancie. Ensuite, je crée le vocabulaire. Hein. Là, j'instancie l'objet. C'est ce qui se passe là. Et ensuite, je crée ici le vocabulaire. Très bien, comme tout à l'heure. Donc, de nouveau, on a les coordonnées des termes, comme tout à l'heure. Ce qui est très bien expliqué en ligne, c'est qu'à la base, Doc2Vec est une sorte de sophistication de Word2Vec. Mais le mécanisme de base donc reste Word2Vec. C'est expliqué dans l'article qui est là. Hein. Voilà. Je vous enjoins à le regarder. Bon, il faut toujours lire des articles en anglais un peu. Voilà, mais bon, si on schématise les idées, c'est plus important. Et là, pour le coup, il y a des graphiques, ça permet de bien comprendre la chose. Là, ça permet de bien comprendre. Et c'est expliqué ici. Très bien. Donc voilà, très bien. On a le vocabulaire. Et donc là, j'affiche de nouveau ici les coordonnées des termes dans l'espace qu'on a construit. Très bien. Une fois qu'on a les termes, il faut apprendre maintenant les documents. C'est ce qui se passe ici. Donc, vous avez bien vu, hein, j'instancie, je crée le vocabulaire et maintenant, j'ai les coordonnées des termes. Ça, c'est fait. Ensuite, il faut que j'infère sur les coordonnées du document. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à train ici, voilà, avec les documents tagués, voilà, et le nombre d'exemples, c'est le nombre d'exemples dans le document, hein. C'est le nombre de documents, tout simplement, il y en a 200, très bien. Et là, c'est le nombre d'itérations maximum que je veux avoir, 100 itérations, parce que c'est un réseau de neurones, hein, on doit fixer les ébauches, donc c'est 100 ici, pourquoi pas. Donc, je lance les calculs, voilà, je n'en ai pas mis pas trop parce que je ne veux pas non plus que ça dure des heures. Et de nouveau, on a un cahier de vecteurs, voilà, et cette fois-ci sur les documents. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un champ supplémentaire, c'est le champ DV. Voilà. Donc, dans l'objet, là, hein, on a le champ WV, qu'on avait vu ici, voilà, Word Vector, modèle doc, là, Word Vector, très bien, pour les coordonnées des termes dans l'espace qu'on a construit. Et il y a un deuxième champ qui arrive, voilà, c'est le champ DV qui décrit les documents dans l'espace qu'on s'est choisi. Voilà. DV pour doc vector, j'imagine, document vector. Voilà. WV, ici, c'était pour Word Vector. D'accord là-dessus, hein. Très bien. Donc, j'affiche ici les coordonnées, bien sûr, et j'ai 200 lignes. 200 lignes. Oui, d'accord là-dessus. Voilà. Avec 2 colonnes. Pourquoi? Parce que j'ai choisi une représentation à 2 dimensions. Voilà, donc je fais un petit graphique là, hein, pour présenter, voilà, et on a des résultats comme ceci. Très bien. Ouh, c'est très intéressant. Hein. Il y a des documents qui sont très loin des autres. Hein. Ça veut dire qu'ils sont très différents par les termes qui les composent. C'est comme ça qu'il faut le comprendre en réalité. Hein. Voilà. Ici, sinon, on a une suite. Ici, ça, c'est très intéressant. Il faudrait regarder ça. Peut-être que 2 n'est pas la bonne idée. Hein. Ok, mais bon, on voit ici. Hein. Peut-être qu'il faut aussi choisir des hyperparamètres différents pour essayer de mieux les discerner, ainsi de suite. Ça reste une autre histoire. Très bien. Alors, je regarde qui c'est ce fameux terme-là. Qui c'est celui-là là. Très bien. Donc, voilà. Le document. C'est le document là. Hein. Document dans le quart sud-ouest. Voilà. Qui c'est ce document-là? Il me dit c'est le document 124.
on va essayer de voir qu'est-ce qu'il dit le document 124. Donc, je suis allé voir dans les commentaires originaux, dans l'ensemble du data frame initial que j'ai chargé, je récupère le document 124 pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Très bien, voilà, vous avez ici, hein, c'est à partir de ça, hein, c'est l'index qui permet de resituer les choses. Voilà. Très bien, j'exécute. C'est le document, en fait, qui une critique sur un film de Woody Allen. Je l'ai regardé, hein, mais bon, on va pas le détailler ensemble ici. Hein. Voilà, mais c'est un document qui parle d'un film de Woody Allen, voilà. Et bon, comme Woody Allen, les films de Woody Allen, tout le monde les connaît, sont très particuliers. Les termes qui les composent, qui les relatent, ce qu'il y a dedans, qui critiquent, voilà, sont aussi composés des termes qui sont très différents des autres. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors très bien, ça c'est ici le point qui est à l'extrême gauche. Hein, voilà. Maintenant, regardons le point qui est à l'extrême droite ici. Hein. Donc là, je vais prendre un autre seuil. Voilà, je vais mettre supérieur égal à 4. Voilà, exécuter. C'est le document numéro 53. Qu'est-ce qu'il y a dans le document numéro 53? Regardez, c'est le point qui est là, hein, qui est très loin ici. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est composé d'autres termes très différents de ceci pour le coup. Voilà, mais aussi loin en fait, hein, des autres, hein, en l'occurrence. Alors regardons ce qu'il y a le document 53. Voilà, exécuter. Paf. Ouh là là, ça parle de Godzilla, Gamera, Rodan, donc c'est des films préhistoriques. C'est ça l'idée. Bah, on va voilà. Donc là aussi, quand on relate des films préhistoriques, on utilise des termes très, très différents. Oui, c'est clair que c'est pas dans les films de Woody Allen qu'on va parler de Godzilla. Je pense pas. Hein. J'en ai vu quelques-uns, il me semble pas que ce soit le genre, hein, ou que parler de Gamera ou quoi que ce soit. On est bien d'accord là-dessus. Donc le fait que ces deux documents-là soient à l'extrême l'un de l'autre, ça ne m'étonne absolument pas, pour le coup. Après coup, après coup. Mais c'est intéressant que s'il fallait se palucher tous les commentaires, on est mort. Là. 200 à lire un, essayer de voir comment les situer, on est mort. Là, pour le coup, avec un traitement automatisé, on voit les documents qui se distinguent des autres. Voilà, et on comprend bien. Hein. Là, c'est un critique de film de Woody Allen, donc le vocabulaire utilisé est extrêmement spécifique, j'imagine. Et là, c'est un film préhistorique, et là aussi, le vocabulaire utilisé est très spécifique également. Très bien. Alors, j'ai essayé de voir les polarités quand même pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai récupéré ici le label, la polarité des documents. Rappelez-vous, hein, c'est ça. C'est est-ce que le commentaire est positif et négatif. Voilà. Et je l'ai mis dans le data frame et je fais un scatter plot avec ces deux dimensions-là. Est-ce que deux dimensions étaient une bonne raison ou pas, une bonne paramètre ou pas? La question reste ouverte, hein, je répète encore une fois. Hein. Et maintenant, j'affiche la polarité, j'illustre les points avec la polarité. Et voilà. Très bien, ben, ça ne les distingue pas vraiment. Alors bon, il y a des situations où ça marche très bien, justement, c'est ce que fait Berthe. Avec Berthe, typiquement, il a fait ses preuves, voilà, où appris sur des corpus titanesques, on a une représentation des termes et du coup, on inférait sur une représentation des documents. Et quand on applique un algorithme machine learning derrière, voilà, on a des taux de reconnaissance qui sont extrêmement faramineux. Très bien. Là, en l'occurrence, ici, c'est pas terrible, voilà, pour plusieurs raisons, voilà. Il y a une question de paramétrage à faire, est-ce que deux dimensions c'est bien ou pas? Et comme on n'a pas beaucoup, on a très peu exploité les données finalement, en nous restant qu'à deux dimensions, voilà, tout est trouvé une discrimination qui tient la route, c'est pas terrible. Si on veut s'en tenir qu'à deux dimensions, peut-être que ce serait intéressant d'utiliser directement un apprentissage supervisé. Faire un perceptron multicouche, voilà, et du coup, on a une représentation des documents dans l'espace à deux dimensions, mais supervisée dans la couche intermédiaire. Hein. Voilà, vous avez la couche d'entrée, matrice documentaire, classique, Coforth, vous avez la couche de sortie, c'est la polarité, la couche du milieu, voilà, on met deux neurones là-dessus, et du coup, cette couche intermédiaire-là, c'est une représentation intermédiaire, mais qui est discriminatoire maintenant de polarité. Pourquoi? Parce qu'il a été appris dans un cadre supervisé. Là, on est sur du non supervisé, sur du voisinage. Là. Du coup, ce qu'on a appris, qui semble pas terrible ici, ne permet pas de discriminer la polarité. Là, en l'occurrence. Voilà. Je le précise parce que dans les TT qu'on fait, à un moment donné, vous allez le faire, vous allez être déçu. Je sais déjà, mais ça ne marche pas finalement. Hein. Oui, parce qu'on est sur une démarche très exploratoire, plutôt pédagogique, didactique ici, et clairement, le choix de deux dimensions est extrêmement questionnable. Voilà, très bien. Mais encore une fois, cette idée de travailler sur des corpus énormes et trouver des représentations intermédiaires des documents, des termes et des documents, voilà, ça marche très bien. J'ai vu beaucoup de stages qui l'ont mis en œuvre et ça a des performances en classement qui sont extrêmement très intéressantes. Voilà. Mais voilà, utiliser ces modèles pré-entraînés-là, c'est une très bonne chose, mais il faut avoir l'outil qui permet de le faire. Hein, voilà. Et en local, c'est juste très difficile. C'est mieux de travailler dans le cloud dans ce cas-là. Voilà, on va pouvoir
bien travailler dessus. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent travail.